Et si les gens ne s'y intéressent pas, afin d'insister, plutôt que vous êtes quelqu'un qui cherche le pouvoir pour en jouir, mais il ne voit plus votre idéal. Alors vaut mieux, comme un météore dans l'espace, briller. Et puis même quand les gens vont connaître les difficultés, quand ils vont tomber au fond de la vague, eh bien, ils pourront maintenant mieux se conduire, essayer de mieux comprendre et surtout savoir que la politique, ce sont les idées. Donc depuis un certain temps, moi je me dis... Vous avez senti que le peuple ne s'intéresse pas trop à ce que vous dites? En Afrique en général, au Burkina Faso en particulier. Moi j'ai commencé mon travail au Burkina Faso en février 1973, quand je suis revenu de mes études. Pendant 25 ans, j'ai parcouru tous les départements de mon pays, sans entrer dans un parti politique. On me disait antérieurement, non, il faut rester neutre. Maintenant, en donnant beaucoup de conférences, il faut sensibiliser, informer, éduquer, conscientiser et responsabiliser le peuple. Peut-être c'est votre méthode qu'il faut revoir. Ce n'est pas la méthode. C'est pas la méthode. Il n'y a pas de méthode de chercher à sensibiliser, à éduquer le peuple. Je vous dis des vérités. Mais la pauvreté tient les peuples africains. Il les tient par les entrailles, mieux par la pensée, par la conscience. Il suffit qu'un parti, sans idée ni idéal, vienne donner à boire et à manger, et les gens, tout de suite, c'est le meilleur parti. Alors forcément, quand c'est comme ça, il ne faut pas servir de faire valoir à une pseudo-démocratie. C'est pour cela que vous ne parlez plus, c'est ça? Mais oui, parce que pour qu'il y ait un véritable système démocratique, il faut que le citoyen lambda ait la possibilité de discerner, de savoir qu'est-ce que c'est comme un bulletin de vote. Il représente quoi? Pourquoi je prends tel bulletin? Alors je me rends compte, tu n'en es rien. Laurent Gbagbo, votre élection en 2005, puis encore en 2007 comme député à l'Assemblée nationale de Burkina. Non, 2002 et 2007. 2002 2007, 5 mai 2002 et 2007 avaient suscité en tout cas beaucoup d'espoir. Le peuple s'attendait à ce que vous jouiez pleinement le rôle de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Vous avec Maître Benoît Sankara, Norbert Ndrebiogo, Émile Paré, à travers, en enrichissant, n'est-ce pas, le débat démocratique grâce à votre charisme, on le sait, hein, grâce à votre background. Mais hélas, le peuple se dit aujourd'hui dessus, on dit que Laurent Gbagbo ne parle plus. Non, c'est vous qui parlez à la place du peuple. Je cause avec beaucoup de citoyens. Mais pas des citoyens ordinaires, ceux de la majorité. Vous parlez de la minorité qui se veut élitiste et donc qui se fait majoritaire. Une minorité qui se donne un comportement majoritaire. Eh bien, c'est faux. Ça n'a même pas de sens. J'ai accepté d'entrer en politique. Je répète, dans l'idée de conscientiser, responsabiliser les citoyens burkinabés. On a eu, aux premières législatives de 2002, 4 députés. Des députés qui ont fini par déserter le parti. Les trois m'ont déserté. C'est même le même système du chemin dont je parle. Certains pensent que vous êtes prédateur. C'est la nourriture, c'est tout. Mais certains députés disent que vous êtes dictateur. Mais non, je ne suis pas un dictateur. C'est pourquoi? Parce que d'abord, quand on est intelligent, on n'est pas un dictateur. L'homme intelligent cherche à prendre même son ennemi dans le sens de son mouvement en point du regard, pas face à face à un boxeur. Donc, tu dois mettre dans la manière forte. Mais Laurent Gbagbo, on vous a vu très rarement parler, prendre la parole à l'hémicycle pour défendre les causes. Oui, justement. Tout le monde était préparé à dire avec Laurent Gbagbo à l'Assemblée, ça va brûler. Mais oui, alors, on me prend pour qui? Un ennemi? Pour faire une à l'Assemblée? Mais j'ai une personnalité, moi. Je sais ce que je veux à l'Assemblée. À l'Assemblée, je cherchais un groupe parlementaire. Qui me permettre alors d'être dense, de montrer nos valeurs, nos idéaux. Mais comme le peuple ne comprend
parler encore. On se retrouve 4 députés en 2 minutes. 3 trahissent le parti. Je me retrouve seul. Vous voulez que je fasse quoi? Mais effectivement, je l'ai dit dans certaines conférences, je pouvais chauffer l'Assemblée nationale. Car j'ai de quoi, par le langage, à rendre n'importe quel ministre. J'avais de quoi le rendre fou à l'Assemblée. Je le fais tourner sur lui-même, de façon que quand il va rentrer le soir, sa femme et ses enfants ne vont pas le reconnaître. Oui, parce que la parole peut rendre malade ou bien pourtant. Et c'est ça une de mes forces, la magie du verbe. Je peux vous tuer avec la parole. Mais je ne le fais pas. Certains disent que si beaucoup de vos députés, en tout cas toi, ont déserté le parti, c'est parce que vous êtes un dictateur. Vous voulez les gérer comme des étudiants. Mais non, c'est fou. Mes proches savent au contraire que je suis un enfant, un nourrisson. Vous savez, moi, on me juge toujours de l'extérieur. Les gens, pendant 23 ans, m'ont vu soutenir Vigile à la télévision. Par conséquent, j'avais une attitude de combattant. Oui ou non, le combat d'idées est un véritable combat. Il y a un qui doit toujours mourir, comme dans l'arène romaine. Au niveau des idées. Mais comme les gens me voyaient parler avec force et arriver chaque fois à détruire mon adversaire, ils ont pensé que le Ramadan c'est un homme lequel on ne peut pas discuter. Mais c'est faux. La preuve, ma vie privée là. Vous voyez, je suis avec des chaussures fermées. Ça me fait, ça me donne le pied. J'aime marcher pieds nus. Pourquoi? Je n'aime pas les costumes. Vous m'avez obligé, je ne les aime pas. Pourquoi? Je marche ici dans le quartier. Je prends le bus pour aller à l'université ou à l'assemblée. Dans le quartier, je roule avec mon vélo. Il est derrière. Mais comment on peut vivre simplement auprès des masses et pourtant on va vous dire que vous êtes un dictateur? Je ne suis pas un dictateur. Et vous voulez le dernier argument des rois? Le tout dernier argument, c'est que j'étais un dictateur. Mais c'est moi qui ai fondé le parti de la Renaissance nationale. Le parent. Le parent. Comme ma fille alors immédiatement, je le donne à un garçon. 3 ans après, je le donne à une femme. Et c'est voulu seulement dire que c'était un parti. C'est un exemple d'alternance, c'est ça? Voilà. Un parti qui dit, il y a l'alternance. Et l'alternance du genre aussi. Parce qu'avant de me retirer tranquillement chez moi, pour aller me préparer à mourir, j'ai voulu habituer les militants à l'alternance et à l'alternance démocratique. Vous savez, c'est un dictateur. Laurent Gbagbo, que répondriez-vous finalement à tous ceux qui disent que Laurent Gbagbo a déçu la cause? Je crois que ce sont des gens qui ont fait des jugements qui ne sont pas à la hauteur d'une intelligence normale. Je ne vais pas dire plus. Vous demandez quoi à un député d'un parti, le seul? Vous savez, même actuellement, je suis non inscrit. Moi, entre les loups-garous et les chiens arrangés à l'Assemblée nationale. Vous faites allusion à qui finalement? Ça vous regarde. Allez-y, lisez entre les lignes. Moi, je suis au-dessus. Mais je peux faire quoi? À l'Assemblée nationale, mon cher ami, la première législature à laquelle j'ai participé, je suis le seul député qui ait proposé 9 lois en 18 mois. Mais aucune n'est passée. Hein. Depuis 1960 jusqu'au mois de parle, il n'y a pas une seule assemblée qui a pu proposer 4 lois. Il n'y a que le projet du gouvernement. Mais Laurent Gbagbo, aucune des propositions de loi que vous avez initiées n'est passée à l'Assemblée. Voilà, vous comprenez, c'est ça, les gens m'en veulent au pourquoi ils se taisent. Premièrement, je répète, je ne suis pas fait, je ne suis pas venu à l'Assemblée pour le yo-yo. Je ne suis pas fait pour faire rire les masses, pour des intermèdes. Je suis un homme intelligent, ça ne me blesse pas de vous le dire, parce que c'est du latin. Je parle le latin, intelligere, comprendre, c'est encore du latin court avec prendre et prendre. Eh bien, je suis venu directement sur. Certains pensent que les propositions de loi que vous avez initiées finalement ne sont pas conformes aux réalités du terrain, ne sont pas applicables au Burkina Faso.
Écoutez, vous êtes parti à des sources soit foncées, soit fausses, soit intrinsèquement falsifiées. Bien, je me donne des exemples. Par exemple, Mais c'est moi qui ai délit de l'apparence. Non, non, c'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé qu'il y ait une loi sur le nomadisme politique. Des députés sont élus sur la base d'une pratique politique. Puis après, non. Dès leur élection, ils s'en vont dans un grand parti. Parce que là, ils sont certains d'être toujours réunis. On a refusé. Mais il faut reprendre ça. C'est choquant, ça, oui, non. Mais mon délit d'apparence, mais je ne vous comprends pas. Ça vous choque? Ça vous choque? Nous sommes dans un pays où une petite minorité, un grand Sicilien, une poignée d'individus s'accapare des richesses de la nation. L'an passé, en 2008, pendant que 46% des Burkinabés vivaient en dessous du seuil de pauvreté, et bien 15% des Burkinabés avaient entre leurs mains 50% des richesses de notre pays. Et je vous ajoute, dans la même année, le Burkina Faso était le dernier pays du monde. Il y avait la Sierra Leone, les Tchakouni, les 14 ans. Donc nous sommes réellement le dernier pays du monde. Et bien nous étions le 16e État dans les avoirs déposés dans les banques occidentales. Ça ne vous choque pas? Prenez Ouattara Diouf. Comment voulez-vous avoir des fonctionnaires de l'État qui ont des bilans de 50, 100, 150, 300 millions? Vous savez combien ils touchent un haut cadre burkinabé à l'heure actuelle? Le début, là, 100 000 francs net à payer par mois. Ce qui veut dire que le Burkinabé, il a 1 million 200 000. Il peut faire un prêt bancaire pour C'est sûr, avec la bonne logique. Il nous faut alors, il a 1 million 200 000 en 12 mois. Pour avoir 12 millions, il lui faut 10 ans. Il lui faut 10 ans. Et pour avoir les 120 millions, il lui faut un siècle, 100 ans. Et sans toucher à un copain, à un sou. Et c'est 100 000 francs mensuels. Comment alors il peut avoir une parcelle, une villa de 100 millions à Ouattara? À Ouattara, il y a aussi la diaspora, des grands investisseurs qui il y a des fonctionnaires, des locaux qui sont là-bas. Mon frère, il ne faut jamais s'aveugler devant la vérité. La vérité s'appelle objectivité. On n'a pas la chance d'avoir fait le latin comme moi. On dit chéri, on dit tout. On dit quoi? On dit chéri, on dit tout. Placé devant. La vérité, c'est qui est placée devant tout le monde. Nous avons ici à Ouagadougou des fonctionnaires qui ont des chapeaux en Espagne. Mais c'est ça, il faut être honnête pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que j'ai proposé le délit d'apparence. Vous, par exemple, vous en combien par mois sur les îles burkinabé? Avec votre jeune âge, tel que je le vois, vous étiez loin dans quel sens 50 000 francs par mois? Comment vous pouvez avoir une grosse villa et une belle voiture? Là, j'ai dit, vous devrez vous expliquer au juge, mais quelles sont les sources? Quelle est la pertinence de cette loi? Pourquoi les députés l'ont rejetée? Non, ce n'est pas cette loi seulement. Alors vous trompez dans la ligne. C'est toutes les lois qui se proposées qui ont été renvoyées. C'est un défaut pour l'Afrique et notamment pour le Burkina Faso. Dès qu'il y a même une vérité qui vient d'un opposant, c'est comme si on l'encensait en prenant en compte cette vérité. Ou il faut immédiatement mettre ça sous boisson. Le lendemain, est-ce qu'il faut regretter d'avoir fait la politique finalement? Non, comment voulez-vous que je regrette? Regardez-moi dans les yeux. Je vous répète que je suis intelligent. C'est pas de l'orgueil, intelligent. Je vous apprends que je me suis mis en politique parce que quand j'étais étudiant à Bordeaux, puis à Paris,
chacun de mes professeurs, quand on voulait prendre des critères de sous-développement, c'était les pays africains, dont notamment la Haute-Volta. Ça m'a blessé dans mon amour. Je ne peux pas comprendre, je ne pouvais pas comprendre que le continent le plus riche ait les populations les plus misérables de la planète. Et ça, je refuse. Peut-être c'est le fait de la colonisation, c'est le fait Ce n'est pas le fait de l'habitation, c'est facile. C'est facile d'indexer l'adversaire, d'indexer quelqu'un d'autre. Évidemment, les Européens sont venus nous coloniser, nous traumatiser, nous exploiter. Vous connaissez le système des 3 M. M, c'est quoi? C'est les militaires, les missionnaires, c'est comme ça que les blancs sont venus ici. Et les marchands. Voilà les 3 M. C'est pas par nous pour nous. Ils ont évidemment entouré ça par un gros mot, nous apporter la civilisation. Comme si chaque peuple n'avait pas sa civilisation. Mais comme ils sont partis là, mais il nous fallait nous essayer, nous demander qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, et ramener sur le vrai chemin ce que l'colonisation nous a fait tromper le chemin. On ne l'a pas fait. Nos intellectuels ne l'ont pas fait. Pas nos intellectuels, nos premiers chefs d'État, nos premiers responsables politiques ne l'ont pas fait. Et ils se contentaient de chier le pouvoir. Ils étaient fiers de le c'était tout. Ramado, terminons cette page sur ce qu'on a appelé au pays des hommes intègres le gombo de la désillusion. Le gombo de la désillusion est un terme utilisé pour qualifier, n'est-ce pas, les 3 millions de francs CFA que reçoit chaque député burkinabé à la fin de l'année pour fêter les fins d'année. Vous, à votre arrivée à l'Assemblée nationale, vous avez critiqué cette pratique que vous jugez injuste, mais finalement, vous seriez parti à l'hémicycle un beau soir pour émarger à empocher les 3 millions. C'est là dessus beaucoup de personnes. Ça m'a déçu que tous les imbéciles. Vous savez, c'est comme ça, Ramado, vous qui enseignez la morale et l'éthique politique. Écoutez, là, laissez-moi vous donner la réponse. Je n'aime pas les journalistes qui m'empêchent de parler. En ce moment, je les renvoie tout de suite chez eux. C'est mon caractère. Mais c'est moi qui ai trouvé que 3 millions par an à chaque député. On aurait pu avoir quand même un forage. 111 députés pour 111 villages. J'étais vice-président de l'Assemblée. La question a été débattue au niveau du bureau de l'Assemblée. Mais c'est le président de l'Assemblée, M. Roman Christian Kawai, qui a dit, ah non, je suis d'accord avec le conseil de Ramani. Ils vont arrêter ça. Parce que j'ai argumenté. J'ai dit non, je vous comprends. Vous allez me donner les 3 millions par an. Parce que le peuple prend le temps de demander de l'argent, de l'aide, etc., des soutiens, les mariages, les factures voilà, les scolarités, les gens vous fatiguent. Mais comme je n'avais jamais été député, j'ignorais ça. Mais après j'ai vu, mais c'est atroce, et jusqu'aujourd'hui. Si il y a beaucoup de voleurs dans le pays, c'est encore à cause de la mentalité populaire. Dès que vous êtes député, mon problème social doit être résolu par mon député. Donc, le bureau a accepté d'annuler cette disposition législative. Mais elle a dit, si ce ne sont pas des idiots au sens propre du terme, ou alors des gens mal intentionnés, ils ne doivent pas le dire quoi. Ils ne doivent prévoir pour l'avenir. Mais je viens de demander qu'on supprime la loi. On la supprime pour l'avenir, pas pour le passé. Là. Et donc sur place, la non-rétroactivité. La non-rétroactivité de la loi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, c'est fini. On va donner ça cette année. Et puis après, il n'y aura pas. Donc, c'est en bonne conscience que moi, j'ai pris les 3 millions. Et quand j'ai pris mes 3 millions, je vois dans les journaux. Mais vraiment, il y a des gars qui réfléchissent même pas. On se demande si on marche sur la tête ou pas. Au pouvoir, il a pris. On aurait dû refuser. Ou encore d'autres qui disent, on aurait donné ça entièrement à des œuvres sociales. Hein? Si vous êtes bête, moi je ne suis pas bête. Moi, mon éducation me pousse à adopter des actes très clairs. Si vous
droits aux députés. C'est un de leurs avantages. Donc j'ai pris combien de députés? De deux. Pourquoi vous dites alors qu'il fallait rejeter ça? Parce que certains disent que Laurent Gbagbo est un exemple d'intégrité. Mais il n'y a pas d'immoralité dedans. C'est la loi qui a connu le fameux. C'est comme vous là. On vous dit des indemnités de séjour à Ouadou là. Si nécessaire, vous pouvez dire de supprimer. Ou de quel type d'indemnité est superflu. Vous demandez à supprimer. Mais c'est tout. Vous savez les divagations parmi les ruines sociales du monde que font certaines personnes. Moi, ça ne me touche pas du tout. Il a fait dans mon lait gelé. Moi, je dis toujours des conneries des gens. Mais tout ça, il faut découvrir la vérité. J'ai demandé qu'on supprime une indemnité. On m'en veut de la fois touchée. Que non, il fallait rejeter. Mais je suis un sujet de droit. C'était un de mes droits. C'était un de mes droits. Donc j'ai pris. Oh non, il fallait donner ça à mon parti. C'est toi qui as créé le parti. C'est toi qui le finance de péché. Tu sais comment moi, avec toute mon épargne, j'ai mis pour développer mon parti jusqu'à présent. Ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Voilà la vérité, j'ai envie de dire. Ok, nous tournons cette page et parlons de démocratie en Afrique, à l'exception du Ghana qui vient de reçu en tout cas un bel exemple de démocratie qui fait la fierté de tout le continent, et du Mali qui est en train de consolider son projet démocratique, et on espère que 2012 sera l'année qui fera le président Amadou Toumani sortir par la grande porte, et dans une moindre mesure le Bénin. En tout cas, le respect des principes fondateurs de la démocratie sur le continent est la chose la moins partagée. À qui la faute, Laurent Gbagbo? À qui la faute? Si ce n'est que la faute, premièrement, aux dirigeants africains. Deuxièmement, à l'élite bureaucratique africaine. Troisièmement, au peuple lui-même. Là, moi, je suis aujourd'hui là. Ne me demandez pas de plaindre les misères des Africains. C'est leur faute. C'est quand même bizarre. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre l'évolution du monde. Alors, je résume ma pensée en disant que si nous souffrons en Afrique, et d'ailleurs, si on avait des chefs d'État dignes de ce nom, ça pourrait être de leur dignité. Quand vous pensez à tous les jeunes africains qui traversent l'océan, les requins savanes, les survivants qu'on a pu sauver, ils se permettent encore de dire que non, dès demain je recommence l'opération, l'aventure. Si notre chef d'État a mené, je donne ma démission. Mes enfants qui s'en vont se faire avaler par des requins, et les survivants qui veulent aller, donc ils détestent le pays d'origine. Regardez tous les chefs d'État, ça ne dit absolument rien. Et qu'ils ont déjà tenu une grande réunion, une grande conférence pour débattre justement de ce problème de pauvreté dans le pays. Si vous permettez, Laurent Gbagbo. Moi, je vous permets. En terminant avec ce mot, on n'a pas de chef d'État africain. La preuve, regardez les cas, ils parlent à la télé. Regardez bien le fond. Il n'y a aucune lumière, aucun rayon de lumière d'intelligence. Il y a rien sur eux. Est-ce que la panne finalement des modèles des projets démocratiques sur le continent n'est pas finalement imputable au manque de formation politique d'opposition crédible et à une société civile qui soit à la hauteur des aspirations du peuple à une démocratie viable? Mais non, le véritable problème, l'Afrique est malade de ses élites politiques, élites bureaucratiques. Ça, je veux qu'un jour, nos enfants se ressemblent. Permettez-moi le mot. On dit déjà mon langage. Je sais de quoi il s'agit. Parce que je veux chaque fois choquer les gens. Je voudrais que nos enfants se vendent de ces salopards. Nous avons eu la chance de faire des études. Nous avons le même niveau que les Occidentaux. On revient pour travailler dans nos pays. Et vous avez vu, dans tous les pays d'Afrique, tous ceux qui nous dirigent, les ministres, les présidents d'institutions, ce sont des gars qui étaient des grands révolutionnaires à l'université d'Abidjan, à Dakar, à Paris. Ils brûlaient de patriotisme, ils chantaient le socialisme. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, vous avez vu. Quel est le remède que vous proposez? Non, mais justement, le remède, ce n'est
pas quelque chose qui sera donné, administré par quelqu'un. Il n'y a qu'un seul remède là. À un moment donné, la jeunesse ne pourra pas tenir. Elle va se revolter. Mon fils vient me dire une phrase. Souvenez-vous, peut-être qu'à ma mort, vous allez le constater. Sachez que César a été immolé en plein Sénat, sans autre formalité que 18 coups de poignard et sans autre loi que la liberté de Rome. Je suis certain que dans les 10 à 15 ans à venir, il n'y aurait pas un seul jeune africain qui ne s'arroge le droit de pour tous sur César. Loin les révoltes. Laurent Badou, le constat est que sur le continent, les partis politiques qui se réclament de l'opposition, Dieu seul sait combien il en existe sur le continent, et la société civile ne joue pas pleinement le rôle qui est leur. Je ne veux pas parler de société civile ici. Moi, ça m'intéresse même pas ce qu'on appelle société civile. Parce que la société civile doit se nourrir, les partis politiques doivent se nourrir de la société civile. Et non, c'était ça. Sinon, vous faites alors de la société civile aussi un autre pouvoir, un autre centre de pouvoir. Non, non, ça c'est de la maga. Le véritable problème, c'est que les opposants, s'il n'y a rien, effectivement. Je vous ai dit au point de départ que l'Afrique est malade de son délit. Regardez quand il y avait des dictateurs, voilà, comment s'appelle-t-il déjà là, Eyadema, Charles Barré, Sékou Touré, le RDC aussi, enfin vous voyez tous les dictateurs qu'il y avait là. Vous n'avez pas remarqué? Mais on avait des premiers, des intellectuels qui les servaient. Des premiers ennemis qui les servaient. Mais dès que l'Occident a dit non, choisissez, c'est la démocratisation, voilà, on ferme le robinet de l'aide publique au développement. Ce sont ces mêmes gars qui ont assis le pouvoir dictatorial, qui sont proclamés opposants. Mais il n'y a rien, c'est la nourriture, le tube digestif, le bas-ventre, le dessous du nombril. Et les populations africaines, mieux l'Afrique souffre justement de ça, d'une mauvaise élite apatride, comment dire, narcissiste, égoïste à mort. Badou Laurent, Oui. dans certains pays africains, on retrouve en tout cas souvent une vingtaine, une trentaine de partis politiques qui se réclament de l'opposition. Mais en même temps, ils sont incapables de s'unir pour former des grandes alliances qui auraient pu favoriser l'alternance sur le continent. Est-ce des querelles de leadership? Vous allez toujours dans mon sens. Vous êtes toujours dans mon sens. J'ai dit c'est l'élite bureaucratique ou politique qui nous faut rien. Je vous donne un exemple d'un autre pouvoir. Vous avez bien fait de le dire. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2002, le groupe parlementaire Justice et Démocratie, qui a rassemblé l'opposition là, c'est mon initiative. Et bien, quand j'ai réussi ça, j'ai fait créer l'accord, c'est-à-dire la coordination de l'opposition burkinabé. Ça fait 8 mois après c'est mort. Puis après, j'ai créé l'ONU, l'opposition burkinabé unie. Avec Émile Paré. Ça a échoué, non, on était 5. C'est moi seul qui l'avais nommé vice-président. Sinon, ils n'avaient pas d'élu de le métier, c'est parti. Mais en réalité, c'est ça. Il n'y a pas une vraie opposition. Parce que s'il y avait une vraie opposition, la moindre des choses, devant quand même des chefs d'État qui se pérennisent au pouvoir là. Mais entendez-vous, faites un programme commun de gouvernement. Entendez-vous sur la composition de ce futur, de ce cabinet fantôme. Et c'était certain le point de débat. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas nos opposants. Ils ne veulent pas. Chacun préfère se faire voir. Laurent Badou, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en tout cas l'opposition burkinabé unie dont vous êtes l'un des grands initiateurs. Vous l'avez formé à quelques jours de l'élection présidentielle de 2005, si j'ai bonne mémoire, avec Émile Paré et d'autres. Certains disent que ça a échoué parce que finalement la pomme du discorde, sinon du divorce, serait née des 30 millions que le président du Faso, Blaise Compaoré, vous aurait donné pour la campagne présidentielle en 2005. Oui. Regardez, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regardez-moi face à face, d'homme à homme,
Manu Ambano. Un type comme Ambano, de la façon dont il a vécu depuis qu'il est entré au pays là, c'est un homme qu'on peut, dans quelques années la bouche, avec 1 million, quelqu'un qu'on peut acheter. Eh bien, il y a mon prochain ouvrage que je dois publier. C'est indiqué déjà. Le titre? Mon amère expérience politique. Tout est dit dedans. Regardez, il n'a pas fait encore de plus bon que moi. J'ai choisi de faire un sacrifice, un don de ma vie au peuple africain. Parce que je n'ai pas le Burkina Faso. Moi, je partage les idées comment ça s'appelle ça, pas les Tunisiens, Kadhafi, les États-Unis d'Afrique. Maintenant, c'est dans mon programme. J'ai voulu de l'argent avec plein. D'abord, je veux être une personnalité importante de ce régime. J'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent avec Blaise. C'est sur le système que je redoutais, pas la personne de Blaise. Alors qu'il me voit en train de demander à l'opposition de s'entendre pour choisir un seul candidat. Car c'est encore mon idée. C'est moi qui ai dit, il faut pour l'élection de 2005 que non, que tous les opposants s'unissent. Et j'ai proposé d'élaborer le programme commun du gouvernement de cette opposition, en disant que moi je ne veux pas être le candidat. Je ne voudrais pas du tout être le candidat. Vous savez, quand on est réuni à la caisse de péréquation, voilà, à mon grand étonnement, les opposants disent, oh non, non, on va laisser ce mois de mars, allez, qu'on va laisser au mois d'octobre là. Tous ceux qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à se présenter. Et qu'en octobre, s'il y a plus de 3 candidats, on va mettre sur place un comité qui va essayer quand même de gérer la chose. Et c'est compliqué que ça réussit. C'est là que Blaise a saisi l'occasion pour venir et envoyer Salif Diallo pour venir voir élu par et non à Laurent Gbagbo. Me demander de me recevoir, que je le reçois. Je reçois Salif Diallo chez moi. C'est ce qu'on a fait sur ma terrasse ici. Et ça, tu me dis non, on ne vous comprend pas. Nous, on sait que vous en décidez. On sait que vous êtes droit. Maintenant, vous allez nous créer votre parti, vous allez d'autres partis. Les autres partis là, nous on a tout essayé. Parce que quand vous avez décidé de travailler avec nous là, nous on a essayé de susciter un parti d'opposition aussi puissant que le CDP. Sinon, c'est l'immobilisme. Voilà. On n'a pas besoin comment dire, d'aller acheter des partis. Notre parti est déjà gros, il est gras. Donc, sans ce moment, on vous a donné 30 millions? Attendez, justement, je suis justement où? Et c'est là que eux-mêmes, ils m'ont dit que vous ne voulez pas croire. Mais regardez, tous les hommes politiques de gauche, de l'opposition, que nous avons approchés pour que chacun fasse de son parti très puissant. On a fait ça. Ils ont fait ça à tout le monde. On a pensé par le PDPS. Ah oui. Je ne vais pas citer tous les noms ici. Je vais citer dans mon prochain ouvrage. Tous les opposants que vous avez vus là, composant le Burkina Faso là, tous les opposants, c'est moi qui vous le dis, ils ont reçu de l'argent pour pouvoir développer leur parti sur tout le territoire national. Le seul homme politique qu'on n'a pas cité, c'est Norbert Tchédebiro. Évidemment, il n'était pas représenté à l'Assemblée nationale, il ne pesait rien. Mais tous ceux que vous connaissez là, on les a cités. Alors, c'est dans ce moment où on a cru que c'était vrai. Et dans ce moment qu'on a donné les 30 millions à Émile Paré par 2 tranches. Mais comme malheureusement Émile Paré aussi a trouvé que les situations étaient favorables, je ne comprends pas. Vous avez eu combien? Je sais très bien. Vous avez eu combien sur les Non, non, c'est Émile Paré qui a partagé. Il a donné, on a eu 15 millions, il a pris 6 millions pour son parti, 6 millions pour mon parti, et 3 millions pour l'autre. Comment ça, je finance. Émile Paré n'est pas mort, mais mes collaborateurs ne sont pas morts. À la seconde tranche, dès que j'ai eu cette tranche, j'ai appelé 7 membres de mon bureau politique qui viennent présenter la chose. Au contraire, ils ont applaudi. Quand le truc que j'ai vu que tout le monde a applaudi, c'est là que j'ai demandé tout simplement au secrétaire général, je veux que vous établissiez un rapport financier circonstancié avec les pièces justificatives.
avez fait avec vos 6 millions. Effectivement, voilà ça. Et j'avais donné un militaire aussi de faire le même truc infantaire, qu'il dise, qu'il fasse un rapport pour justifier les dépenses au niveau de son parti ou au niveau de lui. Et nous avons envoyé, mon secrétaire général ici encore, nous avons envoyé notre rapport. C'est après notre bagarre, on s'est rendu compte qu'aucun rapport n'a été envoyé. Vous avez payé ça, on a acheté ça n'a pas chez nous. Mais Laurent Gbaddo, lorsqu'un parti au pouvoir apporte une aide financière à un parti d'opposition, comment on appelle ça? Mais écoutez, je dis alors que vos idées ne sont pas la hauteur derrière. Tant pis pour vous, si votre niveau n'est pas pour moi. Le problème est un problème moral. Je n'aime pas les théories tout à fait. Moralement, il n'y a pas de problème. Les autres, chez moi, je vous dis, on m'a fait la cour pendant 5 ans. Même le président s'est permis de dire le 29 décembre 2001, je le cite, le Burkina Faso est à la croisée des chemins en ce début de 3e millénaire. Et il nous faut une voie originale de développement pour nous en sortir. Comment voulez-vous que j'interprète ça autrement? C'est pas moi qui ai une voie originale de développement. Et la preuve, c'est que je crois que le président a été honnête. Même si d'habitude, je sais pas moi, même si d'habitude il est tellement clair là, c'est que pendant la campagne électorale, il ne parlait que de moi. Nous étions 12 candidats. Le président n'a jamais cité un autre candidat. Il ne citait que moi. Comme si vous voulez dire, si vous n'avez plus besoin de moi, le seul candidat par là pour moi, c'est Laurent Gbaddo. Écoutez là. Laurent Gbaddo, on va tourner cette page maintenant en parlant de l'affaire dite Salif Diallo au Burkina Faso. Retour sur les faits le 8 juillet dernier. Salif Diallo, l'ambassadeur du Burkina à Vienne en Autriche, accorde une interview à l'Observateur Palga, le premier quotidien indépendant du pays. Dans cette interview, Salif Diallo demande la dissolution de l'Assemblée nationale, l'organisation de nouvelles élections législatives et l'instauration des régimes parlementaires pour, n'est-ce pas, éviter je cite, la patrimonialisation du pouvoir. On ne vous a pas vu, vous, en tant que constitutionnaliste, réagir sur la question. Moi, parce que vous n'avez pas dit. Et pourtant, j'ai parlé plusieurs fois. Qu'avez-vous dit? Quel est votre point de vue sur la question? Je ne vais pas me répéter inutilement, parce que vous vous affirmez alors que vous n'avez même pas été capable de me lire. Moi, j'ai produit. J'ai donné même des conférences là-dessus. J'ai parlé à la radio Saramboronto. J'ai parlé à la radio FM là-dessus. Donc, je ne veux pas. Est-ce qu'un régime parlementaire aujourd'hui est adapté, Laurent Gbaddo? Écoutez, ça, c'est un problème c'est le droit constitutionnel. Je ne parle pas que soit là pour parler de ça. Vous êtes un éminent constitutionnaliste. Oui, ça, même si je ne suis pas éminent, ce n'est pas grave, là, n'est pas le problème. Ce n'est pas l'intéressant. Je veux ce qui est plutôt intéressant. Mais malheureusement, je ne peux rien vous dire là-dessus. Comment Salif Diallo, qui a été bras droit de Blaise Compaoré, peut-il se permettre un tel propos? C'était ça. 20 ans ministre. Voilà, c'est ça qui était intéressant comme question. Sinon, le régime parlementaire, lui, il pourrait y être le régime parlementaire. C'est pas un juriste. Donc pour vous, la proposition ne devrait pas venir de Salif Diallo? Non, je n'affirme pas. Nous sommes dans le domaine politique, dans le domaine social, qui n'est pas le domaine scientifique. On est dans les sciences sociales, pas les sciences de la nature. Je me dis, dans mon fort intérieur, que ça m'étonnerait qu'il ait pris cette grande liberté. Ah, ça quand même, que le président, qu'il a servi pendant des années, et je ne vois pas Salif. Et comme je l'avais dit dans une de mes émissions, mais on a enlevé Salif du gouvernement. Mais quand vous faites monter un véhicule fait pour monter une colline, il faut le regarder. C'est le métier en troisième vitesse, il faut le tenir à la deuxième ou même à la première. Et donc, comme je ne connais pas les dessous, je n'ai rien à dire. Je suis l'évolution. Mais au moins, je dis bon, Salif lui dit par là que le CDP, il est usé jusqu'à la moelle. Ce sont les deux mêmes qui me le disaient. Lui et Blaise Compaoré, que c'est l'immobilisme dans le CDP. C'est l'immobilisme. Mais je ne vais pas de tout ça à mon père, pas à vous de cette émission. Laurent Gbaddo, on va terminer cette émission sur l'alternance politique en mai dernier, du 1er au 3 mai dernier. C'était ici à Ouagadougou, le Forum des citoyens pour l'alternance organisé par Geoffrey Diabré, un ancien ministre du gouvernement Blaise Compaoré. Quel est votre regard sur cette question de l'alternance? Oui, là aussi j'ai profité, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Je me suis dit, bon, en fait, il y a d'extraordinaire dedans. Diabré dit quoi? Il dit non, mais la démocratie, c'est l'essence de la démocratie. Il y a un changement.
Vous voyez, vous êtes président, on vous donne 5 ans, renouvelable par exemple une fois. Bon, pendant 5 ans, vous avez bien travaillé. Vous pouvez encore vous représenter. Le peuple vous aime, il vous approuve. Vous finissez votre autre 5e année. Mais ayez la sagesse de laisser le pouvoir à un autre. Parce que là, si un autre prend le pouvoir et il a les 5 ans, au bout des 5 ans, mais si le peuple trouve que ses performances sont moins que les vôtres, vous pouvez encore vous présenter et vous avez encore la gloire. Mais regardez tous les chefs d'État africains. En un instant, ce sont des monstres. Vous voyez, je ne soyez pas mon langage pour ça. C'est vous, les fausses élites qui mentez aux chefs d'État. Moi, ma tête, je la donne à couper. Parce que quand je vois que des enfants burkinabés crèvent, que nos enfants sont avalés par des requins en mer, pendant que les chefs d'État ne savent même pas combien coûte le pain dans leur pays, je me suis. Je sais comment il va mourir. Donc je suis prêt à mourir. Badou Laurent, est-ce que la limitation du mandat présidentiel était un baromètre pour jauger de la santé de la démocratie? Non. Vous êtes un homme politique. Non, pas un homme politique, un constitutionnaliste. Voilà, mais il faut dire que je suis un constitutionnaliste. Mais non, mais en France, là, il n'y a pas de limitation. C'est en 2008 que ça a été. Mais non, moi je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas de limite. Mais à la seule condition qu'il y ait véritablement élection démocratique. Ah, vous aussi. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Et dans les pays africains, je trouverais que si c'était sans limite, ça conviendrait mieux à la mentalité actuelle. Parce que nos populations sont en retard. Mais à condition qu'il n'y ait pas de faux. Ah, vous voyez très bien. Oui, par exemple, au Burkina Faso, comment voulez-vous dire alternance? L'argent joue pendant la campagne. Les pressions morales. Oui, les chefs traditionnels qui ont trahi leur vocation ancestrale. Ils se mettent dans le parti au pouvoir pour avoir des prébendes, des miettes. Or, dès qu'ils lèvent le petit doigt, le peuple voit là, au Côte d'Ivoire. Vous appelez ça démocratie? Non, moi je préfère m'arrêter. Je ne suis pas un artisan de l'inutile. On ne peut pas continuer. Donc, d'accord, on peut ne pas limiter les mandats, mais alors à condition que les élections soient pures. J'ai perdu. Et ce serait pour tout le continent africain. Laurent Badjo, en Afrique, on a le sentiment que les partis politiques d'opposition veulent qu'on leur offre l'alternance sur un plateau d'or, alors que l'alternance devrait se conquérir. Vous n'avez pas tort, même si vous êtes lapidaire. Non, c'est plutôt exactement que nos partis d'opposition là. Mais les opposants ne sont pas des gens mûrs par un autre idéal supérieur à celui du parti au pouvoir. Mais oui, ce sont aussi des affamés. Ils sont dans une salle d'attente où ils n'attendent rien. Alors ils se mettent à crier. Ils veulent qu'on chasse les autres. Vous voyez que, tiens, au Burkina Faso là, allez-y prendre tout ce que les partis d'opposition ont déposé au ministère de l'administration territoriale. Voyez, ils ont un programme de gouvernement quantifiable, mesurable et contrôlable. Rien. C'est le pouvoir se motive. Mais quel est le chemin que vous proposez au peuple pour l'amener de la misère à la prospérité? Il n'y a pas. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Donc, je résume ma pensée en disant, je ne crie pas contre les Occidentaux. Bien sûr, ils nous exploitent. Ils nous exploitent. Quel est le modèle de coopération qui convient aujourd'hui entre le Nord et le Sud? Faut-il une rupture comme ça que vous l'a prôné? Ça ne veut pas dire une rupture. Entre quoi? Entre le Nord et puis le Sud. Mais ça possible, non, alors il mentirait. Il sait très bien que la France, ça c'est les anciens colonies, est un menteur à la moyenne. Oui ou non? La France a quoi? La France a que le blé et circuler le roux. Croyez-moi, le Burkina Faso est plus riche que la France. Notre sol et notre tout ça. Mais c'est faux. Le problème, ce sont les appliqués eux-mêmes. Si moi j'étais président du Faso, et j'espère l'être en 2010. Vous serez candidat? Ah ouais, je sais pas, on a essayé de m'éliminer, donc je ne sais pas si ça va arriver, puis qu'on demande des parrains. Et les parrains, ce sont des élus. Or, les élections municipales, toutes les élections passées la dernière fois, c'était des fraudes. On se base sur ça pour demander d'être parrainé. Si on avait demandé de demander 50 000 signatures de citoyens, ça a été démocratique, oui ou non? Mais
l'Afrique maintenant. Maintenant, c'est tellement important. Si on faisait les États-Unis, regardez notre puissance. Comment allait-il changer? On ne serait plus exploité. Et la culture négro-africaine serait connue. Parce que tous ces étrangers se moquent de nous. Et c'est pour ça que moi je suis fier d'abord des Asiatiques. Maintenant, l'objet de respect, par là, et respecter la Chine. Oui ou non? Les Arabes. Vous savez, les Arabes instrumentalisent la religion. Mais je les admire. Voilà. Je les embrasse. Et d'ailleurs, bons jeunes. Vous savez pourquoi? Ils refusent la culture occidentale qu'on veut leur imposer. C'est que les gens ne voient pas. Alors, ils se contentent d'instrumentaliser leur foi. En Afrique, le noir, il ne fait pas ça. Il est assis comme un bœuf de Wania. Il regarde passer. Ça lui dit absolument rien. Donc c'est bien. Il a un bon sommeil. Il vous l'a nouvelle veille. Merci Laurent Bado. Quel est votre dernier mot pour terminer ce débat intéressant? Mon dernier mot, mon époque est passée. Je pense mourir d'ici le 31 décembre 2009. On ne souhaite pas. Ce passage, si vous Vous avez présenté en 2010 comme président. Non, non, non. L'essentiel chez moi, c'est d'avoir produit des ouvrages. Les idées sont là. J'ai dit non à l'Ouest. Parce qu'on exalte l'individu roi. Non à l'Est. Parce qu'on exalte le groupe roi. Et dans les deux cas, on n'a pas de société humaine. Or, dans la tradition africaine, il y avait les deux systèmes qui étaient représentés. Imaginons qu'au village là, le matin, on allait tous cultiver le champ collectif, le champ familial. Voilà le socialisme. Et le soir, chacun allait dans son petit champ. Voilà le libéralisme. Nos pères étaient intelligents. Donc moi, j'ai fait de l'industrie maintenant, les nouveaux champs collectifs. Si on suivait ça, vous allez voir le développement africain. Merci Laurent Bado. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, ainsi